Bonsoir, mesdames, messieurs. On a le plaisir d'accueillir de nouveau le professeur Bruno Colson. Certains de vous se rappellent peut-être déjà qu'il a déjà présenté une conférence ici dans notre cycle de conférences qui était organisé par le musée à l'occasion de l'exposition Tuomo le Canoneia sur l'artillerie, où il y a M. Colson a aussi contribué avec un article sur les artilleristes luxembourgeois dans l'armée, oui, justement, des Habsbourg. Monsieur Colson a beaucoup de cordes à son violon, si on veut. On dit beaucoup sur Napoléon. L'époque est révolue, je pense. Maintenant, c'est plutôt les Autrichiens. Revenir à Napoléon, peut-être. Parfois. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, comme je l'ai vu récemment, le champ de bataille de Waterloo, qui devrait en fait s'appeler le champ de bataille de Braine-l'Alleud, si j'ai bien compris. Monsieur Colson a aussi laissé ses traces à cet endroit, parce que je pense que vous étiez un des principaux coordinateurs techniques de l'événement. Historique, voilà. Donc c'est un endroit magnifique, avec un musée très intéressant aussi qu'on ne peut que recommander. Donc, et ce soir, M. Colson va nous parler des Belges et luxembourgeois. C'est un peu pareil à l'époque, si on veut. Dans l'armée des Habsbourg, si vous allez dans l'exposition, on a pris un peu de retard parce que M. Colson a continué à voir l'exposition, du moins un aperçu. Vous verrez aussi certaines choses, je pense que vous allez aussi vous montrer dans votre contribution. Donc, je dirais que, M. Colson, bienvenue, vous pouvez vous lancer. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Merci beaucoup, monsieur Reiner, de m'avoir présenté. C'est un plaisir pour moi de revenir ici et de pouvoir vous parler un peu d'une petite contribution que j'ai apportée à cette exposition, qui est vraiment très réussie. Je tiens vraiment à féliciter ceux qui l'ont organisée, car c'est remarquable de rassembler autant de pièces prestigieuses pour une époque relativement peu connue, il faut bien le dire. Et donc, je vais vous parler pendant une petite heure de la façon dont les Belges et les Luxembourgeois sont entrés dans l'armée autrichienne au cours d'une période donc, qui est celle correspondant à l'exposition 1716-1741, période de transition, puisque c'est une période qui succède à la guerre de succession d'Espagne. Et je vous rappelle en deux mots en quoi ça consistait. Le roi d'Espagne, Charles II de Habsbourg, n'ayant pas d'enfant, il désigne pour lui succéder un petit-fils de Louis XIV, Philippe d'Anjou. Alors c'est évidemment inacceptable pour l'Europe qu'il y ait un Bourbon régnant à la fois à Paris et à Madrid et qui soit évidemment le petit-fils du roi de France. Alors, je simplifie évidemment la situation. Il y a un autre héritier qui s'affiche, c'est Charles de Habsbourg, qui donc deviendra l'empereur Charles VI, mais qui donc est également prétendant au trône d'Espagne. Alors, pour aller vite, parce que sinon on y reste très longtemps, il y a au cours de cette guerre plusieurs batailles, et l'une d'entre elles se déroule à Ramilly, c'est dans la SB en Belgique, et donc c'est une victoire assez importante du fameux Malbrook, Malbrook s'en va en guerre, le duc de Marlborough, et du prince Eugène de Savoie contre les Français. Alors, le 23 mai 1706, c'est donc le jour de cette bataille. Vous voyez ici Malbrook, je vais voir si le pointeur fonctionne bien. Il est en rouge, là vous le voyez sur son cheval. Il me semble avoir vu un petit point. Ah, voilà. Le voilà ici. Donc, c'est une grande victoire et ça va vraiment faire prendre conscience aux habitants de ce qu'on appelle les Pays-Bas, qui sont toujours ce qu'on appelait les Pays-Bas espagnols. Donc, nous verrons une carte tout à l'heure, mais c'était aussi bien
le duché de Luxembourg que le comté de Namur ou le duché de Brabant. Et donc les habitants de ces Pays-Bas prennent conscience que le vent est sans doute en train de tourner et que Philippe d'Anjou, eh bien, il n'a pas beaucoup de chance d'être le prochain prince naturel de nos régions. Alors voici à gauche l'autre prétendant, Charles de Habsbourg, qui donc s'affiche comme Charles III d'Espagne, mais qui est aussi l'empereur Charles VI du Saint-Empire romain germanique. Donc c'est le père de Marie-Thérèse. Il règne à Vienne, mais il est, en plus de son titre d'archiduc d'Autriche, vous le savez, à l'époque c'était assez compliqué, il a été élu donc empereur germanique. Alors dans nos régions, eh bien, les vainqueurs, donc le duc de Marlborough, le prince Eugène, et aussi leurs alliés hollandais, car les Hollandais, les Provinces-Unies, sont avec les Britanniques et les Autrichiens, eh bien, ils ont l'idée de créer de nouveaux régiments, car on est en guerre, et les habitants de nos régions, eh bien, jusque-là, ils servaient dans l'armée du roi d'Espagne. Pourquoi ne pas créer de nouveaux régiments que l'on va qualifier de nationaux, probablement par analogie avec l'armée des Provinces-Unies, mais pour bien montrer que désormais, il y a évidemment de plus en plus de déserteurs dans l'armée du roi d'Espagne, Philippe d'Anjou, celui qui est normalement l'héritier de Charles II de Habsbourg. Et donc l'idée de créer des régiments nationaux, elle dépend évidemment aussi de la noblesse des Pays-Bas, puisque, vous le savez, à cette époque, ce sont les grandes familles nobles qui possèdent les régiments. Il y a des colonels propriétaires, et si la noblesse des Pays-Bas ne suit pas les événements, eh bien, rien ne se produira. Donc, le personnage que vous voyez à cheval, Jean-Philippe Eugène de Mérode-Westerlo, va jouer un rôle important parce que lui aussi estime qu'il faut créer des régiments nationaux. La victoire change de camp puisque ce sont les Britanniques, les Autrichiens et les Hollandais qui sont en train de gagner. Mais Philippe V, Philippe d'Anjou, qui va devenir Philippe V, le petit-fils de Louis XIV, que vous voyez ici à gauche, n'a pas dit son dernier mot, et il a levé dans nos régions, dans les Pays-Bas, un certain nombre d'unités militaires, notamment les gardes royales wallonnes, qui vont avoir une certaine réputation, et vous voyez ici leur uniforme, du temps où je dessinais, ça remonte à 1977, vous voyez, j'étais jeune. Et donc, ce régiment des gardes wallonnes va avoir une certaine renommée. Il a fait l'objet d'une bonne étude par un anversois professeur d'espagnol, parce qu'il faut évidemment consulter les archives à Simancas en Espagne, c'est là qu'il y a les principales archives sur les gardes wallonnes. Mais donc, c'est une bonne étude qui est parue il y a déjà quand même plusieurs années à Bruxelles. Alors, les régiments nationaux, ceux qui sont donc levés par celles qu'on appelle les puissances maritimes, c'est-à-dire les Britanniques et les Hollandais, mais aussi les Autrichiens, puisque le territoire, évidemment, ne va pas faire partie de la couronne britannique ni des Provinces-Unies, ce territoire des Pays-Bas, eh bien, il va finalement faire l'objet d'un compromis lors des traités de paix qui mettent fin à cette guerre de succession d'Espagne. Le compromis, c'est que Philippe d'Anjou reste roi d'Espagne sous le nom de Philippe V, mais en revanche, nos régions, les Pays-Bas, ne dépendent plus de la couronne d'Espagne. Nous restons aux Habsbourg, donc c'était les Habsbourg d'Espagne qui régnaient à Madrid. Cette fois-ci, il n'y en a plus qu'à Vienne. Et pour faire équilibre, car c'est évidemment ça qui dirige les négociations diplomatiques, vous le savez à cette époque, il faut garantir un certain équilibre. Il ne faut pas que la France soit trop forte, ni aucun autre pays, mais à l'époque c'est plutôt la France qui fait peur à tout le monde, c'est la France de Louis XIV. Et donc les Pays-Bas sont cette fois-ci attribués, si l'on peut dire, à Charles de Habsbourg, Charles VI, empereur germanique, mais évidemment, quand on dit c'est une attribution à tel personnage, il ne faut pas s'imaginer que c'est une domination qui tout d'un coup passe de l'Espagne à l'Autriche. Ce n'est pas aussi simple que ça.
en réalité, nos régions, les Pays-Bas, et je dis nos régions puisque le Luxembourg et la Belgique étaient ensemble, sauf la principauté de Liège, qui était en dehors des Pays-Bas, mais qui faisait partie du Saint-Empire romain germanique quand même. Donc, nos régions ont une tradition de très grande autonomie locale, et c'est resté comme ça, si vous faites attention, aussi bien en Belgique qu'en Luxembourg, je crois qu'on peut dire ça. La tradition de l'autonomie locale est très forte. On est les maîtres chez soi. Et donc, chaque souverain devait faire son entrée dans les différentes principautés, notamment dans le duché de Brabant, puisque Bruxelles était la capitale des Pays-Bas, et ce souverain devait jurer de respecter les coutumes et les usages et les libertés locales. Et c'est pour cela qu'il y avait, notamment dans le Brabant, ce qu'on appelait une joyeuse entrée, une inauguration. Alors, dans l'exposition, vous apercevez d'ici quelques éléments de ce long cortège, c'est l'inauguration de Charles de Habsbourg comme duc de Brabant à Bruxelles le 11 octobre 1717. Et c'était comme ça dans chaque principauté des Pays-Bas. Alors c'est un très long cortège, vous avez les différentes gravures qui sont exposées là-bas. Et ici, je ne vous en montre qu'une parce que c'est la seule où on voit des militaires. Et c'est l'objet de mon exposé. Alors voici une représentation de cavaliers. Manifestement, ce sont des dragons, car les dragons, vous savez, c'était de l'infanterie montée. Vous les voyez armés d'un fusil, avec une baïonnette au bout d'ailleurs. Et alors, ils sont coiffés d'une mitre. Alors, la mitre comme coiffure des cavaliers, eh bien, ça fait penser à l'armée britannique, puisque là, il y avait une tradition, comme vous le voyez ici, que certains cavaliers portent des mitres. En tout cas, ce n'était pas fréquent dans d'autres pays, notamment dans l'armée d'Habsbourg, ça n'existait pas. Ce serait plutôt donc une influence de la mode britannique, mais aussi néerlandaise. C'est plutôt les pays protestants qui portaient des mitres. Tout à l'heure, je reviendrai sur ce point qui est peut-être anecdotique pour vous, mais c'était une caractéristique des pays protestants. Alors, ce régiment national, c'est probablement le régiment de Holstein-Norbourg. Vous avez ici, je vais vous la commenter, une liste des régiments qui existent à ce moment-là, entre 1706 et 1720, dans nos régions. Et vous voyez qu'à gauche, on qualifie certaines unités de wallonnes, d'autres d'espagnols, et alors il y a un régiment irlandais, on se demande bien pourquoi. Il ne va pas faire long feu, il ne restera pas longtemps. Mais d'abord, un mot peut-être sur cette qualification d'infanterie wallonne. Pourquoi parle-t-on de wallon, de régiment wallon, plutôt que de régiment flamand, par exemple Alors, c'est assez difficile de dire pourquoi, en fait. On ne sait pas d'où ça vient exactement. Ça remonte à l'époque de Charles Quint. Donc, ça se perd un peu dans les années où les Pays-Bas étaient espagnols. Il y a eu des études quantitatives sur le succès que rencontraient ces régiments auprès de la population, car c'était des volontaires qui s'engageaient, il n'y avait pas de service militaire obligatoire. Et globalement, Joseph Ruet, qui est l'auteur du livre D'où vient ce tableau, vous avez le nom de son livre en dessous, j'ai connu Joseph Ruet quand j'étais étudiant en histoire, ces derniers moments d'ailleurs, parce qu'il est mort quand j'étais étudiant, aucun rapport, mais je veux dire qu'il a étudié les soldats de ces régiments nationaux, et il a constaté que globalement, c'est vrai, il y avait un peu plus de Wallons qui s'engageaient dans ces régiments que de Flamands. Bon, vous connaissez les problèmes belgo-belges, il y avait aussi beaucoup de Luxembourgeois. Mais donc, au niveau des Belges en tout cas, il y avait plus de Wallons que de Flamands. Alors, pourquoi? Si on essaie de trouver la raison, vous savez, la Flandre a été depuis longtemps tournée vers le commerce, les échanges internationaux. Il y avait donc peut-être plus d'emplois disponibles en Flandre. Vous me direz, rien de nouveau sous le soleil, mais donc c'était sans doute ça qui motivait plus de jeunes Wallons à s'engager dans des unités militaires. Alors, vous avez
comme c'est indiqué sur ce tableau, les noms des colonels propriétaires, puisque c'était la seule façon de désigner les régiments. Et donc, quand un propriétaire meurt, eh bien c'est un autre qui lui succède tout simplement. C'est pour ça que vous avez des noms différents qui apparaissent au fil des années. Alors, il y a parfois autre chose que des décès, évidemment, parmi les colonels propriétaires. Il y en a qui cèdent leur régiment, il y en a d'autres qui démissionnent en quelque sorte. Mais donc, vous voyez qu'il y avait au total plusieurs régiments qualifiés de nationaux. Il y avait donc de l'infanterie, c'est marqué ici, mais il y avait aussi dans la cavalerie 2 régiments de dragons et un régiment de cavalerie proprement dite. Quelle est la différence? Les dragons, je vous l'ai déjà dit tantôt, ce sont des fantassins montés. Ils peuvent aussi bien se battre à cheval qu'à pied. Ce qu'on appelle cavalerie, c'est en fait ce qu'on appelle aussi de la grosse cavalerie, la cavalerie lourde. Ils ne sont pas cuirassés, mais la cavalerie lourde, dans toutes les armées d'Europe, n'a pas toujours été cuirassée. Il ne faut pas croire ça. Il y a des hommes plus grands et des chevaux plus grands. C'est ça qui fait la cavalerie lourde, c'est la grandeur, la taille des chevaux et la taille des hommes qui les montent. Le rôle est différent. La cavalerie, la grosse cavalerie fait la décision dans les batailles. Les dragons peuvent servir aussi aux avant-postes et pas seulement dans les batailles. Alors sur cette période de transition, comme je vous le disais, car ces régiments nationaux, ils étaient au départ au service de l'Espagne, et maintenant que la guerre de succession est terminée, il va falloir en quelque sorte les intégrer aux armées de Charles VI, donc à l'armée autrichienne, mais ça va se faire progressivement. Et donc les institutions mises en place à l'époque espagnole vont encore rester d'actualité à Bruxelles. Sur cette période de transition, il y a, pour cette raison-là d'ailleurs, pas mal de documents qui sont accessibles à Bruxelles aux archives générales du Royaume, aux AGR, alors que, bien sûr, pour les régiments de l'armée espagnole, c'est en Espagne, et ceux de l'armée autrichienne, c'est à Vienne. Mais donc, pour la période de transition, eh bien, Bruxelles conserve pas mal de documents. Alors, voici par exemple ici une revue. Quand on dit revue à cette époque, ça veut dire qu'il y a un commissaire aux revues qui va inspecter l'unité, relever combien d'hommes sont présents, combien il y en a qui manquent, parce qu'évidemment, il y a un effectif à atteindre. Et ça se fait donc compagnie par compagnie. Alors ici, il s'agit d'une revue qui a été passée à Ostende le 20 mai 1716, revue du régiment de Salablanca, un nom qui sent plutôt l'Espagne, vous serez d'accord avec moi, mais en fait c'est un régiment wallon, puisque sur le tableau ici, vous voyez Salablanca, c'est ici le 4e régiment wallon, donc même si le nom est espagnol, ce sont des Belges et des Luxembourgeois qui y servent. Et vous voyez que le comte de Lannoy sera le propriétaire suivant du régiment. Alors pour revenir à ce document, eh bien, dans les différentes compagnies, vous avez ici celle d'un seigneur, d'un noble luxembourgeois, Alexandre Joseph de Houfnagel, qui est présenté dans l'exposition et que nous retrouverons tout à l'heure. Il sera un peu d'ailleurs une sorte de fil rouge de mon exposé. Et donc ici, il sert comme capitaine, car les compagnies sont commandées par un capitaine, dans le régiment de Salablanca. Et vous verrez tout à l'heure qu'il changera de régiment. Alors en juin 1716, donc la guerre de succession d'Espagne est terminée, je vous l'ai dit, en 1715, le prince Eugène de Savoie devient le gouverneur général des Pays-Bas, donc de nos régions. Je vous montrerai une carte tantôt avec les Pays-Bas. Eugène de Savoie, c'est vraiment un des plus grands chefs de guerre de son temps.
Alors, si vous regardez bien le portrait qui est ici, ben, vous voyez qu'il n'était pas très grand de taille. Hein, il était plutôt pas très, disons, convenait pas tout à fait à ce qu'on attendait d'un grand général à l'époque. C'est d'ailleurs pour ça que Louis XIV n'avait pas voulu qu'il serve dans son armée, et il s'en est bien mordu les doigts par après, parce que Eugène de Savoie va remporter plusieurs victoires contre les Français durant cette guerre de succession d'Espagne. Eugène de Savoie, c'est celui qui a fait construire le Belvédère à Vienne, si vous connaissez ce magnifique palais. Il a été vraiment le plus grand général de l'armée autrichienne de cette époque. Sa statue se trouve d'ailleurs à Vienne sur la Heldenplatz, au même titre que l'archiduc Charles. C'est vous dire qu'il a été réputé. Alors, le prince Eugène de Savoie était aussi le président du Hofkriegsrat, le conseil aulique de la guerre à Vienne. Donc il avait beaucoup d'occupations, il devenait âgé aussi, ce qui fait qu'il n'est jamais venu aux Pays-Bas comme gouverneur général. Bon, il était venu durant la guerre, puisque je l'évoquais tout à l'heure, mais il n'est jamais venu en tant que gouverneur général à Bruxelles. Il s'est donc appuyé sur le personnage que vous voyez à droite, le marquis de Prier Turinetti, c'est-à-dire que c'était un Italien qui venait de Turin. Il était le ministre plénipotentiaire, vous voyez, c'est marqué en dessous, impérial, Kaiserliche Plenipotentiarius, et c'est donc lui qui a dirigé de façon concrète les Pays-Bas, donc nos régions à cette époque. Il s'est fait cordialement détester. Donc c'est un personnage qu'on n'aimait pas du tout. C'est à cette époque-là qu'il y a notamment la protestation des métiers bruxellois emmenée par Anne Essens, Anne Essens qui va se faire exécuter à Bruxelles et dont on a gardé le souvenir dans la capitale belge. Donc le marquis de Prier n'a pas été apprécié du tout. Et d'ailleurs, à Vienne, on se rendait bien compte qu'il exagérait. Il allait trop loin. Et on va essayer de calmer un peu la situation. Mais donc, c'est lui qui va diriger nos régions pendant quelques années. Alors, les régiments nationaux, puisque c'est ça l'objet de mon exposé, comment sont-ils vêtus? Quel est leur uniforme, notamment ici de l'infanterie? Alors, dans un des maîtres de l'histoire des uniformes, Richard Knötel, qui était un Allemand, il y a plusieurs représentations de toutes les époques, et c'est vraiment quelqu'un qui a étudié les uniformes de façon sérieuse. On trouve cette planche que vous voyez ici à gauche, avec donc un... Non, excusez-moi, je me suis trompé de bouton. On voit au milieu un soldat d'infanterie identifié, comme vous le voyez en dessous, comme des Pays-Bas, Niederländisch, Wallonisch, donc vous voyez, Infanterieregiment Los Rios. Donc, régiment de Los Rios qui deviendra par après le numéro 9 dans l'armée autrichienne. Cette numérotation ne viendra qu'en 1769. Ici, vous voyez, c'est beaucoup plus tôt, 1704-1720, en tout cas d'après Knötel. Alors, voici une représentation d'un uniforme, curieusement vert, pour l'infanterie, avec une ceinture à la taille, une couleur distinctive rouge cerise, disons, hein, c'est un peu ça, cerise bien mûre. Alors, on ne sait pas d'où il a tiré ces informations. Il ne cite pas ses sources. Mais il y a ce fameux tableau qui figure aussi dans le catalogue de l'exposition et qui représente l'entrée de la gouvernante Marie-Élisabeth à Bruxelles le 9 octobre 1725. Sur ce tableau, qui se trouve au musée des Beaux-Arts à Bruxelles, il y a des fantassins habillés de vert. Il y en a ici et il y en a tout le long du cortège. Alors, le tableau est ancien, ça veut dire qu'il est abîmé, les couleurs ont foncé, c'est souvent ce qui se passe avec les tableaux du XVIIIe siècle, surtout quand ils ne sont pas bien entretenus. En plus, ce n'est pas une facture très précise au niveau de l'artiste, mais ce serait de là que Knötel aurait
tiré son idée de représenter donc ce fantassin des Pays-Bas, désormais autrichien, en vert. Alors ceci est reproduit dans toute une série de documents concernant les uniformes. Par exemple, ici, c'est un site que vous pouvez trouver. Vous voyez, pardon, je vais en contempler. C'est le site Xénophon 1000.org qui donne plusieurs représentations d'uniformes assez sérieuses, sinon je ne vous le montrerai pas. Hein. Mais donc, il y a ici, vous le voyez, une reprise de cet uniforme vert avec des parements rouges d'un régiment donc, des Pays-Bas. Voici un détail à droite. Alors vous voyez, il y a 8 régiments nationaux, ça correspond à la liste que je vous ai montrée tout à l'heure. Et ce qui est indiqué, c'est qu'il y aura donc 3 régiments, später, plus tard, hein, les régiments 9, 30 et 38, c'est exact, ce sont les numéros que porteront les régiments recrutés aux Pays-Bas. Et alors cet uniforme-là, il est donc porté jusqu'en 1725. Alors, il reprend, enfin ce dessin reprend évidemment à coup sûr celui de Knötel, mais voici à gauche une autre source qui peut nous faire un peu réfléchir. Alors, d'où est-ce que ça vient? Ça vient de la collection Winckhuysen qui se trouve à la New York Public Library. Et l'avantage de cette collection, c'est qu'elle est visible en ligne. Bon, vous pouvez voir les différentes gravures qui composent cette collection. Il est marqué au-dessus, vous le voyez, en néerlandais, je crois, Oostenrijk. Donc Winckhuysen était probablement un néerlandais ou un flamand. Mais donc, alors cette gravure où l'on voit des soldats de l'armée autrichienne, car il est marqué Österreichische Infanterie, en dessous, ici, et il y a eu aussi une date 1704. Alors, il ne faut pas croire que c'est exact, évidemment. Hein, il faut être très méfiant vis-à-vis de ce qui est indiqué dans les gravures de cette collection. D'abord, la facture même de la gravure, bon, on voit bien que ce n'est pas du XVIIIe siècle, hein, c'est plutôt une gravure du XIXe. Alors, est-ce que les couleurs sont authentiques ou bien est-ce qu'il y a d'autres variantes? Parce qu'on peut retrouver parfois la même gravure avec des couleurs différentes. Mais en tout cas, c'est un peu interpellant de voir le vert porté par ces fantassins autrichiens et avec notamment un grenadier, hein, puisque c'est un grenadier, on le reconnaît à sa petite mitre et aux grenades, évidemment, qu'il porte ici dans son sac. C'est un point d'interrogation. Hein. Je n'ai pas dit que c'était une représentation fiable. Ce qui est curieux, c'est que le fusilier, contrairement au grenadier, n'a pas de grosses manches. Vous voyez, pas de manches, de parements à la couleur de celle du grenadier. Est-ce que tous les régiments recrutés dans les Pays-Bas portaient un habit vert? Eh bien, non, parce que j'ai trouvé aux Archives générales du Royaume à Bruxelles, et vous avez la référence ici, Conseil des finances 333, une revue passée par Pierre de Busleiden du régiment de Liedermanns, qui sera après le régiment de Pancalier ou de Prier, et plus tard de Saxe-Gotha dans l'armée des Habsbourg. Et il est écrit dans cette liste de revues que l'habit est de drap blanc avec parements et bas rouges. Donc à peu près comme le fantassin que vous voyez ici, qui représente en fait le régiment d'infanterie Aslingen en 1713. Voici ma source. Donc ce n'est pas le régiment de Liedermanns, mais au fond, il ressemblait à celui-là. Donc un régiment qui, comme celui que vous voyez là, faisait partie de l'armée autrichienne. Ça, c'est un fantassin autrichien durant la guerre de succession d'Espagne. On retrouve aussi à droite sur ce dessin de Ottenfeld, qui, vous le savez peut-être, a été le grand dessinateur des uniformes de l'armée autrichienne à la fin du XIXe siècle, début du XXe. Vous retrouvez ce genre d'uniforme, c'est à peu près le même que celui qui est ici, en tout cas celui du grenadier, avec
vous le voyez, des guêtres rouges, comme on les portait durant la guerre de succession d'Espagne et un peu après. Et donc ici, eh bien, la date qui est donnée par Rothenfeld, c'est 1710. Alors, est-ce que c'est exact aussi? Il y a parfois des erreurs dans Rothenfeld. Vous savez, l'uniformologie, c'est une science compliquée. Mais donc, ce que je veux simplement dire, c'est que l'infanterie des Pays-Bas, donc appelée wallonne, n'était pas nécessairement toute en vert, puisque nous avons ici une liste de revues là, qui leur attribue un habit blanc. Alors, les Pays-Bas, eh bien, c'est ce que vous avez sur cette carte. Vous voyez, bon, on retrouve la frontière actuelle entre la Belgique et ce qu'on appelle aujourd'hui les Pays-Bas, donc la Hollande, parce qu'elle s'est fixée durant ces luttes très longues, la guerre de 80 ans, comme l'appellent les Hollandais, contre les Espagnols qui tenaient les Pays-Bas. Par contre, évidemment, de ce côté-ci, vous voyez que la frontière n'est pas du tout fixée. Alors, il y a un détail des différentes principautés qui est donné. Les Pays-Bas autrichiens, donc c'est toute une série de dégradés de vert. Il y a le duché de Brabant, qui était bien plus grand que le Brabant actuel, même en comptant le Brabant flamand et le Brabant wallon et Bruxelles. Il y avait le comté de Flandre, ici, le duché de Gueldre, c'est le vert clair que vous voyez là, le comté de Hainaut, le duché de Luxembourg, qui était très grand, vous le voyez ici, avec à l'intérieur, si je puis dire, l'abbaye de Saint-Hubert, qui avait ses propres terres, la seigneurie de Malines, ici dans le Brabant, enclavée dans le Brabant, le comté de Namur, le Tournaisis, qui était distinct donc du Hainaut, le comté de Hainaut, qui est là, la Ouest-Flandre, et voilà pour les Pays-Bas autrichiens. La principauté de Liège, vous le voyez, ne faisait pas partie des Pays-Bas autrichiens, mais donc tout ça, si je puis dire, était dans le Saint-Empire romain germanique, puisque la frontière avec le royaume de France, elle est là. Alors ceci vous montre aussi, comme l'indique le titre, qu'il s'agit donc du traité d'Anvers dit des barrières, 1715, donc c'est un des traités qui ont mis fin à la guerre de succession d'Espagne. Et donc pour surveiller la France de Louis XIV, qui était très portée à envahir ses voisins, les Provinces-Unies, la République des Provinces-Unies, donc la Hollande actuelle, a obtenu d'être présente dans plusieurs places le long de la frontière française. Alors, dans les places qui sont indiquées ici comme place forte Provinces-Unies, il n'y a que les troupes hollandaises qui tiennent garnison dans toute la place. Il n'y en avait pas à Luxembourg, comme vous le voyez, il y a une place forte, mais il n'y a pas de troupes des Provinces-Unies, c'est quand même un peu loin des Provinces-Unies. Mais il y a aussi des places intermédiaires, notamment Namur, d'où je viens, où il y avait là des troupes hollandaises, mais dans la citadelle, donc pas dans toute la place. C'est ce qui est indiqué avec cette différence. Donc, même chose pour Charleroi. Voilà, donc ça vous donne un aperçu de ce que représentaient les Pays-Bas. Et donc, comme vous le voyez, nous étions bien ensemble, puisque le duché de Luxembourg était évidemment partie intégrante des Pays-Bas. D'autres listes de revues sont présentes à Bruxelles. Je vous en montre quelques-unes parmi d'autres, mais celle de gauche, eh bien, je vous la montre parce que la revue s'est passée à Luxembourg. Le 8 juillet 1718, donc les dragons du prince Ferdinand de Ligne sont passés en revue et vous avez l'effectif. Donc, ils sont presque au complet. Il devait être 300. Il y en a 298. Bon, on n'est pas loin du montant total. Alors, à droite, une autre liste de revues, le régiment de Bournonville, qui est un régiment d'infanterie. Et on retrouve notre capitaine de Hufnagel, puisque son nom apparaît ici dans la liste. Et dans sa compagnie, il manque 7 hommes. Alors, c'est le texte
tel qu'il est écrit dans le français de l'époque, qui est écrit là-bas, en mai 1722. En 1725, donc Charles VI est bien décidé à ce que sa sœur, l'archiduchesse Marie-Élisabeth, devienne la première gouvernante des Pays-Bas après cette guerre de succession. Mais avant qu'elle vienne prendre ses fonctions à Bruxelles, et vous avez vu tout à l'heure cette peinture qui représente son entrée à Bruxelles, il voudrait bien mettre un peu d'ordre dans les régiments nationaux, et c'est pour cela qu'il va nommer un gouverneur intérimaire qui est un militaire, le Feldmarschall Erich Philipp von Daun, que vous voyez à droite, et qui va donc venir pendant un peu moins d'un an dans nos régions pour remettre de l'ordre dans les régiments avant que Marie-Élisabeth vienne à Bruxelles. Alors, von Daun ne va pas y aller par 4 chemins, puisque, vous voyez, il va réduire le nombre de régiments. Désormais, il n'y aura plus que 3 régiments d'infanterie dite wallonne, autrement dit, il va faire des fusions, comme on fait dans les entreprises. Il y avait évidemment des unités qui ne comptaient pas beaucoup d'hommes, donc il s'était dit mieux vaut rationaliser. Alors, il y a un premier régiment qui est celui du marquis de Los Rios, que vous voyez là, donc ses années d'existence, le marquis Francesco de Los Rios, d'origine espagnole, évidemment, c'est clair, mais qui est établi aux Pays-Bas, et c'est donc un régiment qui est recruté aux Pays-Bas, donc recruté ici, au Luxembourg, à Bruxelles, en Flandre. Ce n'est pas un régiment espagnol. Ce régiment-là va absorber le régiment de Bournonville. C'est pour ça que je l'ajoute ici. Donc, il portera la distinctive verte que vous voyez là, mais je vous précise tout de suite que les uniformes que vous voyez sont bien postérieurs à 1725. C'est pour mieux faire ressortir, disons, les couleurs distinctives des régiments. On n'a pas de représentation de ces uniformes dans les années qui ont suivi 1725. C'est un problème. Donc, c'est les 3 tenues que vous voyez là, celle du régiment donc, de Los Rios, le deuxième régiment donc, de Prié ou de Pancalier et le régiment de Ligne, ce sont des uniformes de la guerre de succession d'Autriche au plus tôt, donc 1740, et aussi de la guerre de 7 ans, 1756-1763. Alors le deuxième régiment, il est attribué donc à Johann Anton de Prié-Tourinetti. Ce n'est pas le Prié que vous avez vu tout à l'heure, c'est son fils. Et on n'a pas de portrait, enfin je n'ai pas trouvé de portrait de ce fils du marquis de Prié. Ça arrive, vous savez, assez souvent pour cette époque. On n'a pas toujours les portraits de tout le monde. Mais en tout cas, voici, soi-disant, une représentation d'un grenadier de son régiment. Enfin, je dis soi-disant parce que je doute quand même un peu de ce qui est écrit en dessous. Ça vient aussi de la collection Winckeisen à New York. Mais c'est un régiment qui aura, c'est vrai, la couleur bleue comme distinctive, mais je doute fort que ceci date de 1725, comme c'est indiqué en dessous, enfin passons. Le 3e régiment recruté aux Pays-Bas, il est attribué au prince Claude Lamoral de Ligne, vous le voyez ici. Il va ajouter donc à son ancien régiment le régiment de Maldegem et l'autre moitié du régiment de Gand, puisqu'il y a une moitié qui a été prise ici par le régiment de Prié, qui, en plus, a absorbé le régiment de Lannoy. Donc, 3 régiments d'infanterie. Alors, pour vous donner quand même une idée de l'uniforme qu'ils ont dû porter dans ces années-là, eh bien, retournons encore à Hautenfeld, qui a représenté les gravures, les aquarelles plutôt, que vous voyez à droite. Voici l'évolution de l'uniforme de l'infanterie autrichienne, 1700-1710, 1710-1735 et puis 1735-1767. Vous voyez ce qui se passe. Donc les manches de parement se réduisent un peu au fil du temps. On attache les retroussis. Vous voyez ici, c'est attaché. Là, ça ne l'était pas. Ici non plus d'ailleurs.
Et puis les retroussis vont porter la couleur distinctive du régiment, en plus des parements. Et alors il y a des revers qui apparaissent, on appelait ça aussi des bavaroises. Donc ici, ça se fermait par un rang de boutons, ici on a des revers. Donc l'uniforme a évolué comme ça. Il était qualifié au départ de gris, ou gris perle souvent. D'ailleurs, vous voyez bien qu'ici, l'uniforme le plus ancien, il n'est quand même pas tout à fait blanc. Mais cet uniforme se nettoyait avec de la craie, ce qui fait qu'il devenait de plus en plus blanc, jusqu'à être l'uniforme blanc de l'armée autrichienne que vous connaissez, puisqu'il a quand même été très célèbre au cours de l'histoire. Il connaîtra d'autres évolutions, mais donc il est blanc depuis cette époque-là. Alors, à gauche, vous avez une représentation de la collection Winckhuysen à New York. Elle est du 19e siècle aussi, hein, c'est pas un dessin du 18e, ça. Mais disons que c'est pas trop mal comme représentation pour ce qui concerne vous voyez plutôt la première période, hein, 1700-1710, avec des parements très importants, un rang de boutons, la ceinture qui se met sur l'habit. Ça rejoint le dessin d'Ottenfeld qui se trouve là, qui date donc de 1710, l'uniforme de ce fusilier et de cet officier. Alors, autre représentation de la collection Winckhuysen, ces deux figures qui sont au sud du 19e siècle, hein, ce n'est pas du 18e, mais on voit bien ici comment le gris perle, hein, devient blanc. C'est un peu pour ça que je vous le montre. Alors, Erich von Daun va aussi rationaliser les unités de cavalerie en ne gardant qu'un seul régiment de cavalerie, un régiment de dragons qui est donc attribué au marquis de Westerlo, comte de Mérode, qui auparavant était déjà le propriétaire d'un régiment de cavalerie, on l'a vu tout à l'heure, mais ici, ce régiment de cavalerie devient un régiment de dragons. Alors, c'est l'uniforme que vous voyez là, et qui provient aussi de New York. Bon, c'est un dessin du 19e qu'on retrouve dans l'historique de ce régiment, qui sera publié à Vienne au 19e siècle, donc ce n'est pas d'origine américaine, c'est d'origine autrichienne, mais c'est du 19e siècle. Alors, on n'a pas d'autre représentation que celle-là, pratiquement. Hein, j'ai pas fait, il y en a peut-être d'autres, mais enfin, je ne les ai pas trouvées. Ces couleurs-là, l'habit rouge, les revers, les parements noirs, eh bien, ça correspond aux armes de la famille de Mérode. Donc, c'est normal qu'on les retrouve. Dans l'armée autrichienne, d'ailleurs, le rouge est utilisé parfois pour les habits de dragon, car normalement, ces deux représentations qui sont datées toutes les deux de 1725, celle-ci d'Ottenfeld et celle-là qui se trouve encore dans la collection Winckhuysen, vous voyez des dragons avec un habit rouge. Curieusement, ils n'ont pas les revers du dragon de Mérode Westerlo. Est-ce que c'est le même régiment? Est-ce que c'est un autre? Je ne peux pas trancher, mais en tout cas, ça vous montre que le rouge était utilisé pour les dragons. Alors, je vois que le temps passe, je ne vais plus trop tarder. En 1733 éclate la guerre de succession de Pologne. Il y a eu beaucoup de guerres de succession au XVIIIe siècle. Vous commencez à le comprendre si vous ne le saviez pas. Mais donc, cette fois-ci, en Pologne, eh bien, il y a deux candidats pour occuper le trône. Il y a Stanislas Leczinski, qui est soutenu par la France, l'Espagne, la Sardaigne et le duché de Parme. Et par contre, il y a Auguste de Saxe, qui pourrait succéder à son prédécesseur, d'ailleurs, parce que c'est un Saxe qui était à la tête de la Pologne, et qui est soutenu par la Russie et l'Empire. Donc, l'Empire, c'est nous aussi, puisque nous étions dans les territoires héréditaires des Habsbourg. Alors, cette guerre de succession de Pologne, pour vous dire les choses en deux mots, et aussi un peu avec cette carte que j'ai trouvée sur Internet, tout simplement, et qui est un peu simplificatrice, évidemment, ça ne représente pas tout, mais c'est une guerre qui va se dérouler, bien sûr, aussi en Pologne. Il y aura notamment un siège de Danzig, enfin de Gdansk,
où les Français vont envoyer des troupes, mais il y aura aussi des opérations militaires le long du Rhin et de la Moselle. Je vais y revenir. Donc, à ce moment-là, vous le comprenez, la place de Luxembourg, qui n'est pas indiquée sur cette carte, mais qui se trouve par ici, la place de Luxembourg joue un rôle très important, puisqu'elle permet aux troupes impériales de s'appuyer sur elle pour mener leurs opérations en Rhénanie. Alors, comme on le voit déjà sur cette carte, c'est une guerre qui se terminera par un compromis. On savait faire des compromis au XVIIIe siècle. Hein. C'est ce que Napoléon ne fera jamais, et c'est pour ça qu'il sera battu. Mais au XVIIIe siècle, on faisait des compromis. On trouvait un terrain d'entente qui ménageait l'équilibre européen. Alors, c'est Auguste de Saxe qui deviendra roi de Pologne, mais Stanislas va recevoir un lot de compensation. Il va recevoir la Lorraine, hein, qui va être retirée à la famille de Lorraine. L'époux de l'impératrice Marie-Thérèse, fille de Charles VI, s'appelait François de Lorraine. Et donc, ça va être une terre perdue pour les Habsbourg. Elle va, après la mort de Stanislas Leczinski, rentrer dans le royaume de France. Alors, si vous voulez une carte plus complexe, eh bien, voici une. Vous me direz, elle est beaucoup trop compliquée, c'est vrai, mais au moins celle-là, elle est ancienne. Vous voyez, elle date de 1734. Alors, Luxembourg ne se trouve pas sur cette carte. Il y en a une à l'exposition, on voit Luxembourg, mais ici, dans le bas de la carte, on voit Landau, Philipsbourg. Donc, c'est le cours du Rhin, bien sûr, hein, ce que vous voyez en bleu, qui va être en quelque sorte la ligne de front. La place de Philipsbourg va faire l'objet d'un siège assez important durant cette guerre. Et un peu pour la petite histoire, enfin bon, c'est pas très drôle, mais le duc de Berwick, qui commandait l'armée française, va être décapité par un boulet, comme vous le voyez ici, tiré de la place de Philipsbourg, sa tête, on ne la voit plus. Donc, les Français assiègent Philipsbourg en 1734. Alors, un document très important et qui est présent devant vous en partie, puisque c'est le personnage que vous voyez là, c'est une représentation qui se trouve au General Landesarchiv de Karlsruhe en Allemagne et qui représente les uniformes de l'armée impériale. Donc l'armée du prince Eugène de Savoie, c'est lui qui est venu commander cette armée sur le Rhin en 1734. Alors il y a un personnage qui représente chaque régiment de cette armée impériale. Et c'est chaque fois un grenadier qui représente le régiment. C'est pour ça que vous voyez tous ces grenadiers là au-dessus, hein, avec un bonnet à poil, hein, comme celui qui est ici, presque en grandeur nature, hein, devant vous. Alors, petit détail aussi, les principautés catholiques ont un uniforme qui ressemble à celui de l'armée autrichienne. Et l'armée autrichienne, c'est le premier rang là au-dessus. Elle est habillée de blanc, hein, comme je vous l'ai dit, gris-blanc, qui devient blanc. Et les grenadiers ont un bonnet à poil, comme celui qui est ici devant vous. Les principautés catholiques de l'Empire, car évidemment à l'époque, vous savez, l'Allemagne est tout à fait morcelée. Il y a la Bavière, le Wurtemberg, la Franconie, l'électorat de Trèves, etc. Donc tout ça fournit évidemment des contingents très différents, mais donc les catholiques ont adopté un uniforme semblable aux Autrichiens, tandis que les principautés protestantes ressemblent à l'uniforme prussien. Et tous ceux-ci, ce sont des Prussiens. Les Prussiens avaient, vous le savez, des territoires qui faisaient partie du Saint-Empire romain germanique, pas la vieille Prusse qui était en dehors, mais le Brandebourg, par exemple, faisait partie du Saint-Empire, et donc ils ont fourni un contingent aussi. C'était un peu une obligation pour tous les territoires de l'Empire de contribuer à cette armée. Mais donc toutes les principautés protestantes sont équipées différemment. Vous voyez, elles portent une mitre, et alors également, autre détail, les parements sont beaucoup plus petits. Je vais y revenir avec des vues d'un peu plus près. Dans le bas du tableau, si je puis dire, vous avez des hanovriens.
le Hanovre était une possession du roi d'Angleterre depuis que la famille de Hanovre était montée sur le trône à Londres, depuis Georges Ier de Hanovre, vous savez, après une série de péripéties que je ne vais pas rappeler ici. La famille actuelle qui règne à Londres, son nom c'est Hanovre, hein. Ils ont changé pendant la Première Guerre mondiale. Ils se sont appelés Windsor parce que Hanovre, évidemment, c'était en Allemagne et que c'était la guerre contre l'Allemagne. Donc, ils ont changé leur nom en Windsor, mais c'est la dynastie de Hanovre qui règne en Angleterre. Et donc, le duché de Hanovre appartenait personnellement au roi d'Angleterre, mais faisait partie du Saint-Empire romain germanique. Alors, dans ces fantassins, eh bien, j'en prends 3, et celui du milieu, il est là. Donc, 3 unités dont le passage est attesté à Luxembourg en 1734-1735. Le régiment de Baden, vous voyez, Alt-Baden, donc le vieux régiment de Bade, le régiment de Wurmbrand, qui est ici, et le régiment de Ludwig von Württemberg. Alors, petit détail aussi, comme je vous le disais, hein, l'armée autrichienne est habillée de blanc, avec un bonnet à poil pour les grenadiers, mais ce régiment de Jung-Württemberg, hein, si vous le regardez bien, il a des manches de parement beaucoup plus petites que les 2 autres. Or, c'est un régiment de l'armée autrichienne. Eh bien, Charles VI, l'empereur Charles VI, après, il n'était pas content. Il n'a pas été content de voir que le régiment de Jung-Württemberg avait de si petits parements, parce que c'est une influence extérieure, c'est une influence prussienne, en fait, sur cet uniforme d'un régiment autrichien. Et donc, il a insisté pour qu'on ne copie pas, qu'on ne se laisse pas influencer par des étrangers et que l'on garde donc des grosses manches de parement, comme vous voyez ici. Ça perd, pourquoi, me direz-vous, est-ce que c'était pratique ou pas? Eh bien, par temps de pluie, il pouvait abaisser cette grosse manche, ça protégeait le fusil, parce qu'il ne fallait pas évidemment que la poudre soit mouillée dans le bassinet du fusil, donc ça permettait de protéger ce bassinet de la pluie, et en même temps un peu de protéger les mains des fantassins. Donc ça avait une fonction, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on disait à l'époque. Alors, vous allez avoir aussi un autre signe distinctif de ces régiments à l'époque, c'est le fusil qui s'inspire du modèle français de 1717, qui est d'ailleurs dans les collections du musée ici, et le ordinaire Flint de l'infanterie autrichienne que vous avez au-dessus copiait beaucoup le fusil français. Vous savez, quand il y avait un certain nombre de perfectionnements techniques, il y avait déjà des sortes d'espions à l'époque, hein, ça a toujours existé, donc les progrès techniques étaient un peu équivalents d'une armée à l'autre. L'infanterie autrichienne était donc équipée de ce fusil modèle 1722. Alors, dans les régiments qui sont passés à Luxembourg au cours de cette guerre de succession de Pologne, il y a eu des régiments wallons recrutés donc aux Pays-Bas. Plusieurs documents l'attestent. Il y a eu notamment le régiment de Los Rios, dont j'ai déjà parlé. Alors, le vert tout à l'heure était un peu clair, hein, il était en fait plus foncé. Ce tableau est meilleur. Alors, ce tableau vient de la collection royale britannique. Vous savez que le roi d'Angleterre, Charles III, comme ses prédécesseurs, possède une très, très riche collection de tableaux. On en visite d'ailleurs une partie au palais de Buckingham, hein, pour ceux qui sont déjà allés voir. Parmi ces collections, il y a des peintures qui ont été faites en 1748 par David Morley, le peintre est indiqué ici, et qui représentent les régiments alliés à la fin de la guerre de succession d'Autriche. Donc, 1748, c'est un peu au-delà de la période que l'exposition couvre, mais on a de bonnes raisons de croire qu'au début de la guerre, en 1741, cet uniforme était déjà presque le même. Alors, ce régiment de Los Rios, il est donc wallon, recruté dans les Pays-Bas.
Un autre régiment est passé à Luxembourg, et vous allez en avoir la preuve bientôt, c'est le régiment de ligne. Alors, cette aquarelle, qui se trouve encore une fois dans la collection Winckhuysen, vous voyez ce qui est marqué en dessous, Deutsche Grenadier, ça pourrait être des grenadiers du régiment de ligne, en fait, parce que la couleur du régiment de ligne, c'est rouge cerise à cette époque-là. Ce n'est pas encore le rose que l'on verra dans la suite, à l'époque du plus célèbre des princes de ligne, Charles-Joseph, c'est le rouge cerise. Alors, vous voyez ces uniformes qui sont là au milieu, leur distinctive, c'est le rouge cerise. On le voit au parement, on le voit à l'arrière des bonnets à poil des grenadiers, sur les revers de cet officier qui porte d'ailleurs une tenue qui n'est pas de l'époque du rattachement, si je puis dire, des Pays-Bas à la maison des Habsbourg. C'est un uniforme qui date du début de la guerre de succession d'Autriche. Et ceci est vérifié par le fusil, parce que le fusil que portent les hommes, vous voyez, ils ont des anneaux qui tiennent le canon. Il n'y avait pas ça sur l'ordinaire Flint que vous avez vu avant. C'est un modèle postérieur. Alors, nous retrouvons notre ami Alexandre-Joseph de Hufnagel, qui se trouve à droite et qui, à ce moment-là, vous le voyez, est capitaine au régiment de ligne. Donc, il a changé de régiment. Évidemment, les régiments ont été fusionnés, comme vous l'avez vu, par le feldmaréchal Erich von Dorn. Mais ce qui est intéressant ici également, et qu'il faut remarquer, c'est la coiffure de notre Alexandre-Joseph de Hufnagel. Il porte, vous le voyez, il n'a plus la perruque Louis XIV, c'est fini, on a changé de mode. On se poudre désormais les cheveux, ou bien alors, quand on n'a pas assez de cheveux, on porte une perruque, mais donc elle est poudrée de blanc, et on le voit bien sur ce tableau, qui date donc des environs 1730, pas tellement avant, mais c'est une copie, vous le voyez, vers 1930, il est ici l'exposition. On a dû faire beaucoup de copies de tableaux du XVIIIe siècle parce qu'il s'abîmait beaucoup trop. Et donc, c'est pas possible d'avoir un tableau du XVIIIe en parfait état, à moins de l'avoir vraiment restauré en détail. Alors, une preuve du passage du régiment de ligne se trouve également dans l'exposition avec ce document qui appartient au musée où nous nous trouvons et qui est donc une tabelle de revue des régiments composant la garnison de Luxembourg en 1741. Alors vous avez d'abord 3 régiments d'infanterie, ligne, Onelli et Salm. Onelli, donc c'est d'origine irlandaise, le nom c'est un O avec apostrophe. Et puis alors vous avez un régiment de cavalerie, un régiment de dragons de Limbourg-Styrum, 2 escadrons, et puis de l'artillerie. Alors, c'est intéressant d'avoir ces documents parce qu'on voit que l'effectif des régiments était encore relativement faible par rapport à ce qu'il devait avoir. Le régiment de ligne, si vous regardez le total, il se trouve ici 1383 hommes. Normalement, il aurait dû en avoir 2000. Ceux qui sont en dessous, Onelli et Salm, en ont un peu plus. Vous voyez, 1529, c'est un peu mieux. 1409, bon, ça n'arrive pas quand même au complet. Mais donc, ça, c'est un phénomène que l'on constate dans les documents de cette époque. C'est que pratiquement tous les régiments ne sont pas au complet. Il manque des hommes. Encore une fois, ce n'est pas un service militaire obligatoire. Ce sont des volontaires. Bon, quand on dit volontaires, évidemment, parfois ils étaient un peu poussés à s'engager quand les sergents recruteurs parcouraient les foires et qu'ils offraient des pintes de bière à certains jeunes hommes qui leur paraissaient suffisamment costauds pour devenir des soldats. Donc il y avait parfois, disons, des engagés recrutés de cette façon, mais donc il n'y avait pas de conscription, pas de service obligatoire aux Pays-Bas. Alors, l'auteur de cette aquarelle que vous avez vue pour l'infanterie, donc Gudenus, c'est le Philippe von Gudenus, qui nous a laissé ce document extrêmement intéressant.
il a représenté aussi les unités de cavalerie composant l'armée impériale du prince Eugène de Savoie en 1734. Et ici, il y a un régiment des Pays-Bas. Il se trouve là, dans le coin. C'est le régiment des dragons de ligne. Alors, vous allez le voir d'un peu plus près. Le voici. C'est un document très intéressant parce que, vous l'avez bien compris, on a peu de documents d'époque qui nous montrent les uniformes réellement portés. Alors, peut-être pourrais-je vous donner ici une petite précision. Vous voyez sur le bonnet à poil un peu de feuillage. Hein. C'est le Feldzeichen, c'est-à-dire le signe distinctif d'une unité en campagne dans l'armée autrichienne. Ça a été obligatoire de porter un morceau de verre, comme on disait, sur le couvre-chef, que ce soit le bonnet à poil ou bien le chapeau, comme ici, mais là, on n'est pas en campagne, donc c'est pour ça que vous ne voyez rien, pour qu'on reconnaisse les membres de l'armée autrichienne, surtout l'infanterie, puisque plusieurs pays avaient adopté le blanc comme uniforme, c'est ce qui était le moins coûteux. C'était l'habit blanc. L'armée française, l'infanterie française avait des habits blancs, l'infanterie espagnole était en blanc, l'infanterie piémontaise était en blanc, donc il fallait bien reconnaître les siens. Et donc c'est comme ça qu'on a adopté dans l'armée des Habsbourg ce petit morceau de feuillage qui pouvait varier évidemment suivant les saisons, puisqu'en hiver on n'a pas de feuilles sur les arbres, donc ils mettaient du sapin tout simplement pour qu'on les reconnaisse. Alors, l'uniforme, il est, vous le voyez, vert herbe, grasse grune. C'est comme ça qu'on l'appelait, et la distinctive était rouge ponceau. Ponceau, rot, hein, on disait ça comme ça. Les nuances de couleurs sont importantes dans l'armée autrichienne, dans les autres aussi, mais enfin surtout dans l'armée autrichienne, parce que parfois qu'on a des nuances assez subtiles qui permettent de distinguer les régiments. Alors, les dragons du prince de ligne, puisque vous voyez au-dessus prince de ligne, c'est marqué, les dragons du prince de ligne avaient donc un habit vert herbe, à distinctive rouge ponceau. Ils vont le garder assez longtemps, pas le même, puisque normalement on changeait les habits tous les 2 ans, je vous le dis en passant comme ça s'usait quand même. Mais donc le principe d'avoir ces couleurs-là, on va le retrouver au début de la guerre de 7 ans. Vous avez ici un tableau qui se trouve au musée de Groningen à Bruges et qui date de 1753. C'est un détail d'un tableau représentant le creusement du canal de Gand. Bon, d'ailleurs, ça n'a rien, ce n'est pas une scène de bataille. C'est pour ça que l'homme n'est pas en campagne, il n'a pas le petit morceau de verre sur son chapeau, comme je vous l'ai dit, il surveille simplement les travaux de creusement du canal de Gand. Alors c'est un petit détail du tableau qui est beaucoup plus grand, mais ça ne sert à rien que vous voyez tous les paysans qui sont en train de travailler, ce n'est pas le but ici. Il y a un dragon de ligne qui est là, qui monte la garde. Et donc il a les mêmes couleurs que celui de gauche, toujours l'habit vert herbe, la distinctive rouge ponceau, un baudrier assez large, vous le voyez, mais il n'a plus l'étui qui portait les mèches qui étaient utiles aux grenadiers. Ce n'est pas un grenadier, justement, c'est un cavalier. Il n'appartient pas à la compagnie des grenadiers, qui était une compagnie d'élite. À part ça, vous le voyez, l'uniforme est fort semblable. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Vous dire simplement que ce tableau qui se trouve au musée de Groningen à Bruges, c'est un tableau du XVIIIe et vous voyez l'état. On devine la trame de la toile. Il est un peu abîmé quand même. Et alors, je vous assure, je l'ai éclairé pratiquement au maximum pour que vous voyiez quelque chose. Sinon, c'est tellement obscur qu'on ne distingue pas beaucoup l'uniforme. Et c'est ça le drame des peintures anciennes, c'est qu'elles assombrissent et elles deviennent alors presque illisibles. Vous avez aussi un dragon de dos. Vous le voyez ici, c'est le même que là, c'est le même tableau. On distingue des aiguillettes sur l'épaule droite que ne porte pas encore
le cavalier ici en 1734, donc il y aura quelques modifications, bien sûr. Alors, je vais conclure, parce que sinon ça va nous amener trop loin. Les régiments recrutés aux Pays-Bas, les régiments dits nationaux, les régiments wallons, ont eu des débuts assez difficiles dans l'armée autrichienne. Ça concernait donc aussi bien les luxembourgeois actuels que les belges actuels, encore une fois. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a eu un changement de régime et que la noblesse qui dirigeait ces régiments a dû s'habituer en quelque sorte à ce changement. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient fidèles au roi d'Espagne, et puis tout d'un coup, voilà, c'est l'empereur germanique qui devient notre souverain, c'est Charles VI. Donc il y a eu une transition qui n'était pas toujours facile. Mais il y a aussi une autre raison au fait que ces régiments recrutés aux Pays-Bas n'attiraient pas tellement les jeunes hommes, c'est que l'empereur Charles VI ne s'intéressait pas tellement à son armée, en fait. C'était un personnage qui avait beaucoup de qualités, mais qui aimait plutôt la chasse, la peinture. Il était attiré par les arts. Par contre, sa fille, Marie-Thérèse, qu'il a veillé à mettre sur le trône, c'était l'objet de la pragmatique sanction, qui n'a pas été respectée, puisqu'il y a eu la guerre de succession d'Autriche. Marie-Thérèse, que vous voyez là au milieu sur ce tableau de Van Meitens qui se trouve à Vienne au musée des Beaux-Arts, Marie-Thérèse a été une très grande souveraine, vous le savez. Elle a repris en main l'armée. Si son père peut-être avait mieux veillé à son armée, il n'y aurait peut-être pas eu de guerre de succession d'Autriche. Parce que Frédéric II de Prusse aurait eu peur. Et d'ailleurs, quand cette guerre a duré quand même 8 ans, 1740-1748, Frédéric II de Prusse, Frédéric de Gaulle le Grand, Friedrich der Grosse, grand capitaine de son époque, des plus célèbres stratèges de l'histoire, il a eu un jour ce mot, en voyant que les Autrichiens résistaient bien aux Prussiens. Il a dit « Ah ben, pour une fois, c'est un homme qui règne à Vienne. Et en l'occurrence, c'est une femme. » C'était Marie-Thérèse. Marie-Thérèse a pris soin de son armée parce qu'elle a compris que sans elle, eh bien, les Habsbourg risquaient de perdre leur trône. Marie-Thérèse a été parfois appelée Mater Castrorum, la mère des camps en latin. Et c'est vrai qu'elle s'est intéressée à son armée, notamment en élargissant la possibilité de monter en grade pour les roturiers, pour les non-nobles. On oublie parfois ça, on se dit que c'est la Révolution française qui a fait ça. Ben non, ça existait dans certaines armées, et notamment dans l'armée autrichienne, où l'avancement était paradoxalement plus facile parfois que dans l'armée française. Alors, je ne vais pas aller trop loin, mais donc, en 1740, c'est le début de la guerre de succession d'Autriche, vous l'avez compris. Les régiments des Pays-Bas vont commencer cette fois-ci à se battre sérieusement. Dans ceux que vous avez vus précédemment, dans la guerre de succession de Pologne, il faut dire que seule la compagnie de grenadiers des dragons de ligne a vraiment combattu, notamment lors de la bataille de Klausen, pendant cette guerre de succession de Pologne. On en parle dans le catalogue de l'exposition. Mais donc, avec la guerre de succession d'Autriche, c'est le duc Léopold d'Arenberg, que vous voyez ici à gauche, qui va prendre la tête d'une partie de l'armée autrichienne, celle où il y a des régiments wallons. Et ces régiments vont se distinguer, notamment à la bataille de Dettingen, le 27 juin 1743. La peinture dont vous voyez un morceau à droite représente le roi d'Angleterre, Georges II de Hanovre, je vous le disais tantôt, parce qu'il était là. C'est la dernière fois d'ailleurs qu'un roi d'Angleterre était sur un champ de bataille. Ça valait la peine de le représenter. Il faut bien dire que les représentations de la bataille de Dettingen sont dominées par cette présence du roi d'Angleterre, mais il y avait des troupes autrichiennes aux côtés des troupes britanniques, et dans ces troupes autrichiennes, des régiments recrutés aux Pays-Bas. Mais ça, bon, c'est une autre histoire,
Et je m'arrête ici. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, cher M. Colson, pour cette conférence très portée sur l'uniforme, si on peut dire. M. Colson est prêt à répondre à vos questions, si vous en avez. Peut-être que je me lance alors. D'où cet intérêt pour l'uniforme de cette époque? Quelle était l'importance qui peut parfois surprendre, surtout nos jeunes étudiants, assis sagement au dernier rang? Est-ce que vous avez un mot là-dessus pour expliquer l'importance de l'uniforme et des couleurs à l'époque, en fait? L'importance, dont je ne vais pas parler de moi et de l'intérêt que je porte à ça, parce que ça remonte à l'enfance, évidemment. Hein, bon, je ne vais pas vous en dire plus. Mais nous sommes ici à l'époque où les armées commencent à avoir des uniformes véritables. Ça a vraiment débuté fin XVIIe siècle avec les guerres de Louis XIV, comme on les appelle d'une façon générale. Mais donc, c'était très important pour l'esprit de corps des régiments. Par exemple, pour les régiments recrutés aux Pays-Bas, ils avaient des couleurs bien spécifiques auxquelles ils étaient attachés. Le régiment de ligne avait la distinctive rouge cerise, dont je vous parlais tantôt, qui est devenue plus rose par après. C'est une couleur de la maison de ligne. Donc, les colonels propriétaires, évidemment, avaient leur mot à dire, mais les hommes étaient aussi attachés à leur couleur, comme ils étaient attachés à leur régiment. Ça faisait partie de leur tradition. Alors, ici, dans les régiments recrutés aux Pays-Bas, si vous voulez faire, si vous portez un regard, disons, plus lointain, hein, eh bien, on peut aller jusqu'à dire que en Belgique, la musique des guides, hein, vous voyez ce que c'est, la musique des guides, enfin les guides, c'est un régiment de l'armée belge, il y avait 2 régiments d'ailleurs, mais donc ils ont repris des couleurs qui existaient déjà dans les uniformes des régiments nationaux au service de l'Autriche, le vert et le rose. La musique des guides, si vous faites attention, ils ont un habit vert, un uniforme vert, et leur couleur distinctive, elle est rose, enfin un rose qui peut un peu varier. Hein, il y a eu des variantes dans les noms des couleurs roses. Les dragons de ligne que vous avez vus tout à l'heure vont abandonner le rouge ponceau pour le rouge Pompadour à la fin du XVIIIe siècle. Le rouge Pompadour, c'est un rouge fort proche du rose, mais un rose foncé. Donc, il y a eu des nuances très subtiles dans les couleurs des régiments. Ça permet donc de comprendre l'esprit de corps qui régnait dans ces régiments, et c'est ça qui les tenait en fait. Hein. C'était des régiments recrutés dans des régions où les gens se connaissaient. Et alors, on voit dans les campagnes de recrutement, on peut appeler ça comme ça, que certaines années, on recrute, par exemple au Luxembourg, c'est arrivé, donc on a recruté par exemple le régiment de ligne à un certain moment, en grande partie dans le duché de Luxembourg, parce qu'on changeait de principauté suivant les besoins. Ce n'était pas toujours au même endroit qu'on recrutait tel régiment, mais on recrutait des jeunes gens qui venaient du même coin. Donc ils se connaissaient, ils se tenaient entre eux, et ça faisait évidemment la solidarité des unités en temps de guerre. Voilà, je peux encore parler. Oui, merci. Moi j'ai une question. Moi je suis étonné Alors, ma question porte sur l'iconographie. Moi, je trouve que vous avez beaucoup utilisé la collection de New York. Là, c'est très pauvre en iconographie, à part Maurier et Gudenus qu'on connaît. Il n'existe pas autre chose. Est-ce qu'on n'a pas de grande... Je sais pas, en France, il y a Parocel, il y a plein de gens qui peignent les militaires. Oui, en France.
Oui. mais pas pour l'armée des Habsbourg. Il y a rien à faire. La France a été la puissance la plus grande de l'époque, vous le savez aussi, et ça va encore durer quelques années, mais dans les souvenirs que l'on a, dans les musées, c'est frappant de voir comme à Vienne, disons, relativement peu de choses authentiques en comparaison de ce qu'il y a non seulement à Paris, mais aussi à Berlin. Parce que Berlin, malgré les bombardements, vous avez encore aujourd'hui une collection quasiment complète des régiments de l'armée de Frédéric II. Ça a été publié chez Verlag Militaria, vous avez tous ces vous connaissez. Donc c'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas au moins une partie de l'équivalent côté autrichien. Il y a très peu d'uniformes autrichiens qui ont été conservés. Alors, quelque part, quand on réfléchit un peu à l'histoire de l'Europe, il y a la France et l'Allemagne, finalement, qui ont gardé leurs uniformes. Bon. Est-ce que ce ne sont pas les deux puissances les plus militaires et même, je dirais, militaristes de l'histoire de l'Europe? Bon, à tour de rôle, évidemment. C'est, bon, voilà, une réflexion que je lance. Tandis que l'Autriche, la Belgique... Ouais. On trouve souvent l'officier représenté avec une cuirasse très symbolique. Ouais. Mais rarement, comme lui, par exemple, avec son uniforme. Ouais. Oui, le portrait de Hufnagel que vous avez vu tout à l'heure, comme celui-ci du duc d'Arenberg, enfin non, on ne voit pas, ça c'est ma tête. Les nobles se faisaient représenter avec l'armure, vous savez, c'était une cuirasse. Alors qu'ils auraient pu s'en passer, montrer l'uniforme de leur régiment, c'était une convention de peinture. Donc c'est ça que Hufnagel, tout à l'heure, on ne voyait pas tellement à quel régiment il appartenait, mais comme il était noble, il portait des éléments d'armure. C'était une habitude. Oui, madame. Qui devait faire la dépense pour ces équipements, pour ces uniformes? Est-ce que c'était le colonel propriétaire ou bien c'était l'empereur? C'est une bonne question. La question est complexe en fait, parce que pour certaines dépenses, elles étaient, si vous voulez, centralisées, donc au niveau impérial, mais les colonels propriétaires ont eu longtemps leur mot à dire. Ça a aussi varié avec le temps. Il y a une époque où le rôle des colonels propriétaires a vraiment diminué et on n'a plus vu alors leurs armoiries personnelles, par exemple, sur certains éléments des uniformes, comme les couvre-fontes dans la cavalerie, par exemple, où vous aviez souvent les armoiries du colonel qui étaient représentées. Donc, il y a eu une évolution. Au début, les colonels propriétaires étaient un peu les héritiers des entrepreneurs de guerre du XVIe et du XVIIe siècle, donc ils payaient beaucoup. Ils avaient leur régiment, leur compagnie. Et puis, progressivement, l'État moderne, c'est l'époque moderne, comme on l'appelle, l'État moderne a pris en charge les frais militaires et le rôle des colonels propriétaires s'est progressivement effacé. Donc, il faut voir à quelle époque. Ça a varié. Il y a une époque où les colonels propriétaires payaient pas mal. Ils devaient être très riches alors? C'était toujours des gens très riches. C'était toujours des grands nobles qui possédaient les régiments. Ouais. Merci beaucoup pour votre conférence. J'ai un commentaire qui en fait répond en partie à la question de M. Charlet. Et en fait, le portrait de Nijpersch a été peint en 1724, donc au moment même où il devient le colonel propriétaire de son régiment. Ma question, en fait, c'est... C'est à la fin, donc c'est peu importe. L'annonce de la conférence. Au début? Oui.
Je sais pas. Voilà, c'était en tout cas juste un commentaire. Ma question se relate en fait est à propos des on y arrive. Ouais. Non, c'est le titre. C'est le titre. Oui, voilà. Naipert n'est pas dans. Il est dans l'exposition. C'était juste le slide de l'annonce de votre conférence. On avait le tableau. Sur la page du manuscrit de Gudenus, on voit alors très bien les différences de confessionnalité qui sont visibles dans l'uniforme des régiments. Dans une situation comme celle de la guerre de succession de Pologne, dans un camp comme celui de Philippsbourg, où il y a un nombre important de catholiques ou de soldats régiments catholiques qu'on discerne simplement, voilà Nijperk, qu'on discerne simplement par leur uniforme blanc, et un nombre presque égal de régiments protestants. Est-ce que vous avez trouvé des indications et des sources de conflits entre ces confessionnalités dans une telle situation? Parce que je n'en connais pas. Non, je n'ai pas examiné cette question, je vous l'avoue. Dans la même armée ? Oui. Non. Pourtant, ça a compté encore après. Par exemple, la grande victoire autrichienne de Kolin, 18 juin 1757, j'ai vu quelque part qu'elle avait été interprétée aussi comme une victoire du camp catholique en Allemagne contre un camp protestant. C'est pas pour ça que le reste de l'Allemagne allait devenir catholique, mais ça affermissait en tout cas la position catholique en Allemagne. Ça a été interprété comme ça, et je crois que c'est dans un ouvrage sur la bataille que vous connaissez certainement, de l'ancien conservateur de... Comment s'appelle-t-il, enfin des archives autrichiennes, Bruschek, Peter Bruschek. Ouais. Donc ça comptait, mais je n'ai pas approfondi, si vous voulez, la question à propos de l'armée du prince Eugène sur le Rhin, pour voir si éventuellement il y avait des rixes entre catholiques et protestants. Je crois aussi que cet aspect-là a compté beaucoup pour l'attachement de nos régions au Habsbourg. Nous étions très catholiques dans les Pays-Bas, et la contre-réforme a beaucoup œuvré ici, comme vous le savez, donc ça a certainement pesé beaucoup. Juste pour savoir, parce qu'on a beaucoup parlé du rouge, du blanc et aussi du vert, sachant que l'Autriche, le drapeau est rouge et blanc, est-ce qu'on sait si c'est lié? Parce qu'à l'époque, il me semblait qu'il était noir et jaune, si je ne m'abuse. Noir et jaune, c'est la couleur des Habsbourg. Oui, et maintenant, le drapeau autrichien qui est rouge et blanc, est-ce qu'on sait si ça a servi en guise de source d'inspiration? Et d'autre part, plus tard, pour l'Autriche-Hongrie qui a repris le vert, est-ce qu'on sait si le vert est lié justement au vert de ces uniformes? Pas au vert des régiments nationaux. Ici, non, ça n'avait rien à voir. Mais c'est vrai qu'on retrouvera dans les uniformes de l'armée autrichienne le blanc et le rouge, ça c'est clair. Ici, ça ne se marque pas encore tellement. Quand je dis ici, c'est début du XVIIIe siècle. Ben, il est clair qu'on retrouvera le blanc et le rouge dans les uniformes de l'armée autrichienne.
en tout cas dans certains uniformes, ceux des généraux notamment. Donc ça intervenait, mais évidemment pas dans toutes les unités. Même chose, bon, si vous retrouvez le drapeau tricolore dans l'infanterie française à l'époque napoléonienne, vous ne l'avez pas chez les dragons, ni chez les hussards. Est-ce que le blanc-rouge ne devient pas tout simplement des armoiries de Oui, c'est ça, oui, oui, tout à fait, oui, oui, bien sûr. La couleur, par exemple, sur les drapeaux autrichiens, quand c'est jaune, c'est le signe du Reich. Ça vient déjà de Bamberg, avant les Habsbourg. Oui, oui. Et les drapeaux sont jaunes quand l'Autrichien ou les Kaiser. Mhm. Ouais. Bavarois et Kaiser, les drapeaux sont verts. Oui, oui, c'est ça. Dans les armoiries, qui figuraient sur les drapeaux, puisque les régiments recrutés aux Pays-Bas avaient j'ai oublié de vous le dire tantôt, mais ils avaient une caractéristique, c'était la croix de Saint-André, la croix écotée de Bourgogne, les bâtons noueux de Bourgogne en arrière-plan des armoiries de l'empereur ou de l'impératrice. Et donc, mais dans les armoiries, c'est vrai, on retrouve effectivement l'Autriche, l'archiduché d'Autriche, hein, rouge et blanc. Oui, est-ce que je peux poser encore une question? Vous avez cité le nom de Hufnagel comme luxembourgeois, et il figure dans le régiment du prince de Ligne. Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour que le prince de Ligne s'intéresse plus particulièrement au Luxembourg? Et est-ce que vous avez peut-être trouvé d'autres noms du Luxembourg? Alors, comme en atteste une aquarelle qui se trouve ici au musée, le prince de Ligne, Charles-Joseph de Ligne, a représenté Joseph II pour rentrer à Luxembourg, donc pour représenter l'entrée du nouvel empereur à Luxembourg. Il y a une aquarelle que vous avez ici qui le montre bien. Alors, les princes de Ligne, puisqu'il n'y a pas eu que Charles-Joseph, ont toujours possédé un régiment. Le plus célèbre des princes de Ligne, Charles-Joseph de Ligne, donc l'écrivain qui est devenu feldmaréchal aussi, ne va pas garder le régiment de son père. Vous savez peut-être, quand celui-ci est mort, il a d'ailleurs été mortifié de cela, parce qu'il trouvait que c'était un peu injurieux pour lui de ne pas reprendre le régiment de son père, mais il en retrouvera un par après, qui n'était pas le même au départ. Mais donc, le prince de Ligne s'est intéressé, oui, au Luxembourg. En tout cas, il savait à un certain moment que certains de ces hommes étaient recrutés au Luxembourg. Encore une fois, ça dépendait de la phase de recrutement, comme je vous le disais tantôt, qui variait. Et donc, il y a eu à un moment donné, c'est vrai, pas mal de luxembourgeois dans le régiment Claude de Ligne, qui était le régiment d'infanterie. Il y a eu aussi le régiment des dragons de Ferdinand de Ligne, que vous avez vu. C'était une famille très puissante dans nos régions. Mais donc, oui, il y avait d'autres officiers issus du duché de Luxembourg de l'époque. Donc, il y en a que vous connaissez peut-être, mais qui n'étaient pas nécessairement dans les régiments du prince de Ligne. Il y a Pforzheim, évidemment, qui était très célèbre, qui a servi dans les dragons, qui s'appelaient les dragons de Ligne, qui sont devenus des dragons de Latour. Les Latour aussi, justement, c'est des luxembourgeois. Les Bailliers-Latour, un village de Latour, près de Virton, c'était le duché de Luxembourg. Donc, il y a eu effectivement un certain nombre... je crois que proportionnellement, si je me souviens bien des chiffres avancés par Joseph Ruet, qui a fait une étude quantitative sur le recrutement, le duché de Luxembourg, qui était très grand, avait un poids assez important dans la présence des Pays-Bas, dans l'armée autrichienne, c'est vrai. Il y a eu... alors vous savez aussi que pendant la Révolution brabançonne, le Luxembourg est resté fidèle aux Habsbourg. L'armée, d'ailleurs, s'est repliée ici. Donc, il y a eu, oui, c'est vrai, il y a eu beaucoup de luxembourgeois. Du Grand-Duché actuel et de la province belge actuelle aussi. Encore une question? Non. Je vais de clôturer les débats. Merci beaucoup, professeur Colson.